Chapitre 26. La gastronomie chinoise. La gastronomie est l'une des plus importantes caractéristiques de la culture chinoise. Le nombre impressionnant de restaurants chinois à travers le monde en atteste. En Chine, le métier de la restauration connaît actuellement un développement sans comparaison avec celui des époques précédentes. À la fin du siècle dernier, il n'y avait que quelques milliers de restaurants à Beijing. Ils sont aujourd'hui plus de 100 000. Un essor d'une telle ampleur est rare dans le monde. Chaque région a sa spécialité. Depuis les Ming et les Qin, 8 grandes écoles culinaires sont reconnues comme les plus représentatives de la gastronomie chinoise. Les 8 régions dont elles sont originaires sont le Shandong, le Sichuan, le Guangdong, le Fujian, le Jiangsu, le Zhejiang, le Hunan et le Hebei. Aujourd'hui, la carte gastronomique chinoise a évolué. Chaque région a ses propres spécialités et les différentes écoles traditionnelles échangent et s'en inspirent mutuellement. Dans les grandes villes comme Beijing, Shanghai ou Guangdong, on trouve facilement des spécialités de toutes ces provinces. Le Sichuan et Jiangxi, qui est devenue municipalité indépendante, renommée pour être bénie du ciel, est un paradis de la gastronomie. Ici, vous pouvez rentrer au hasard dans un restaurant de rue et vous régaler d'un repas savoureux et bon marché. Les matières de base n'ont rien de très particulier, mais les épices utilisées sont typiques. Comme la cuisine du Hunan, la cuisine du Sichuan a la réputation d'être épicée. Pourtant, elle mise moins sur le goût piquant que sur une sensation de picotement de la langue et de la bouche grâce aux 3 épices de Sichuan. Poivre marron, poivre noir et piment. Un autre assaisonnement typique est la pâte à base de soja fermenté, préparée selon un procédé très particulier. Elle contribue autant que les épices à la réputation de cette cuisine. La fondue du Sichuan, déjà de renommée internationale, se voit enrichie ces dernières années d'une nouvelle recette à base de tête de poisson. La province du Guangdong bénéficie d'un climat tempéré et d'une production riche et abondante. Port maritime de longue date, la ville de Canton développe une cuisine de couleur locale qui est devenue l'une des plus influentes en Chine. Cette cuisine privilégie l'originalité et en particulier les fruits de mer, dont la cuisson relève d'une grande finesse. Les fameux bouillons concoctés avec soin sont très appréciés dans la région. La cuisine du Zhejiang, au goût moins relevé et très délicat, incarne par excellence le style des régions du sud du Yangtze. Le poisson au vinaigre du lac Xiyu est une spécialité de la ville de Hangzhou. C'est un plat de poisson à la chair tendre et fine, présenté sous une forme esthétique à la fois naturelle et poétique. Ce plat, aujourd'hui sur la carte de beaucoup de restaurants chinois à l'étranger, ne permet pas toujours de revivre le même régal, faute de produits venus directement du lac de Xiyu. Chaque nom de mets a une histoire. Les noms des mets chinois sont très variés et souvent très originaux. Les plus célèbres se transmettent de génération en génération grâce à leur histoire qui enchante la clientèle. Un nom qui plaît peut faire la réputation du plat. Certains noms, au premier abord, paraissent incompréhensibles, non seulement pour les étrangers, mais aussi pour les Chinois. Les interpréter au sens premier risquerait alors de provoquer un malentendu plutôt comique. Le gobuli, littéralement « chien n'y prête pas attention », du Tianjin, est un petit pain farci à la viande que tout le monde adore. Faits à la main, ces petits pains sortant fumant de la cuisson à la vapeur sont blancs et tendres, comme des fleurs de chrysanthème alignées dans la brume. Sous une pâte fine, la farce est goûteuse et peu grasse. Sa dégustation laisse une sensation fort agréable dans la bouche. Alors pourquoi un tel délice porte-t-il un nom pareil ? Est-ce que vraiment le chien n'aime pas en manger ? L'histoire remonte à il y a plus de 150 ans. La voici. Un jeune apprenti du nom de Xiao avait travaillé dans un restaurant de petits pains farcis avant d'ouvrir son propre établissement. Il eut tant de succès qu'il avait peine à servir ses clients toujours plus nombreux.
Ceux qui s'impatientaient le réclamaient sans arrêt, mais Shio, occupé à la cuisine, n'avait pas le temps de répondre. « Chien n'y prête pas attention », fut alors donné pour désigner la spécialité de ce fameux Shio. Cette appellation ne fit qu'agrandir sa réputation et c'est pourquoi elle fut gardée et devint une marque incontournable de Tianjin. La cuisine de Zhejiang a une spécialité connue sous le nom de Viandongpo. C'est le plat préféré des inconditionnels de viande. L'ingrédient principal est la viande de porc coupée en gros morceaux carrés. Dans un cuiseur, la viande est posée sur un fond de ciboule et de gingembre. On l'arrose d'alcool de riz, de sauce de soja et de sucre, puis on la laisse mijoter pendant de longues heures. À la fin de la cuisson, la peau de la viande est transparente et colorée d'une belle couleur rouge luisante. La sauce épaissie et savoureuse enveloppe des morceaux de viande tendre dont la forme reste intacte et la chair fond délicieusement dans la bouche. Le plat fut créé il y a plus de 1000 ans par le grand poète Su Dongpo, lorsqu'il était sous-préfet de Hangzhou à l'époque des Song. À ce qu'on raconte, Su Dongpo cuisina lui-même de la viande dans une grande marmite pour remercier ses ouvriers lors de l'achèvement des travaux d'irrigation du lac Siou. L'attribution de son nom au plat fut aussi une façon de rendre hommage à ce poète talentueux et généreux. Un autre exemple de plat, du Fujian cette fois. Bouddha saute du mur. C'est considéré comme la première spécialité de la province. C'est une potée avec une vingtaine d'ingrédients principaux comprenant du poulet, du canard, du concombre de mer, des coquilles Saint-Jacques séchées, du tendre de tranches de bœuf, des lèvres de requin, de la panse de poisson, du jambon et une dizaine d'ingrédients d'accompagnement comme des champignons, du bambou et des œufs de pigeon. Le tout est mis dans un pot dans lequel on ajoute du saké de Shaoxing et du bouillon de poule et qu'on laisse mijoter à petit feu. Le bouillon final a un goût exquis. Les viandes et les légumes parfaitement cuits parfument longuement le palais. Mais alors, pourquoi ce nom ? Bouddha saute du mur ? Créé par le restaurant Jardin du Printemps de Fuzhou sous le règne de l'empereur Guangxu de 1875 à 1908 de la dynastie des Qin, le plat s'appelait à l'origine potée aux 8 trésors et un peu plus tard bonheur et longévité. Un jour, quelques lettrés s'y réunirent et au moment où le plat fut servi, l'odeur qu'il dégageait fut si appétissante que l'un d'eux improvisa un poème. Je cite : « Le couvercle enlevé, la bonne odeur du gras monte de la potée. Bouddha saute du mur et y accourt, cessant de méditer. » Fin de citation. À compter de ce jour, Bouddha saute du mur remplaça l'ancien nom. Partager un repas. En Occident, les plats sont servis en portions individuelles. Chacun mange dans son assiette et il en est de même lorsqu'il y a des invités à table. Depuis quelques dizaines d'années, la Chine s'ouvre de plus en plus au monde. Les habitudes occidentales gagnent le pays sans qu'elles puissent changer de façon significative la tradition du repas en famille. Pour les Chinois, prendre le repas ensemble est l'occasion de passer un bon moment et de se rapprocher les uns des autres. Un repas de famille, en particulier lors des fêtes, doit réunir tout le monde autour d'une table ronde, symbole de la réunion parfaite. Au cours du repas, l'ordre par ancienneté d'âge est respecté. On discute, on rit, les plus âgés servent les enfants, les jeunes remplissent les verres des personnes des rangs supérieurs. L'ambiance chaleureuse participe à rendre la vie douce et harmonieuse. En Chine, quand on reçoit les invités, tous les plats sont posés au milieu de la table, mais souvent les maîtres de maison servent les invités. Si par exemple on sert un loup à la vapeur, le maître choisit dans le plat le meilleur morceau, à l'aide d'une paire de baguettes en bambou, et sert l'invité d'honneur. Cette pratique est encore courante aujourd'hui, notamment parmi les personnes âgées. Elle est signe du respect et de la sollicitude envers autrui que l'on exprime à cette occasion. La tradition du repas a une influence sur le comportement des Chinois. L'habitude de manger tous ensemble, dans une ambiance animée, renforce l'esprit de groupe. Lors d'une rencontre autour d'un repas, chacun doit penser aux besoins des différents convives.
Le repas devient alors l'occasion de s'occuper des autres, de faire passer autrui avant soi, comportement très différent de celui des Occidentaux, qui privilégient la volonté individuelle. Lors des fêtes, les aliments ne sont pas choisis au hasard. À chaque fête correspondent des aliments particuliers. Dans le nord du pays, le réveillon du Nouvel An traditionnel doit comprendre des raviolis, symbole à la fois de la réunion et de l'accueil de la nouvelle année, car sa prononciation chinoise, jiaozhe, est un homophone du verbe croiser, signifiant la transition d'un état à un autre. Le 15e jour du premier mois est la fête des lanternes, appelée aussi la fête des Yuanxiu. Les Yuanxiu sont les boulettes de riz gluantes cuites que l'on mange à cette occasion. Leur forme ronde symbolise la réunion et la perfection. À la fête de Duanwu, on mange des sanzhe, gâteaux de riz gluant enveloppés dans des feuilles de bambou. Il y a plus de 2000 ans, un poète aimé du peuple, Qu Yuan, de 339 à 278 avant Jésus-Christ, se donna la mort dans le fleuve Miluo, persécuté par ses ennemis politiques. La légende raconte que les habitants de la région confectionnaient les zhangzi et les jetaient dans l'eau pour que le dragon qui y habitait n'emporte pas le poète. Depuis, manger des zhangzi ce jour-là devint une coutume. L'art culinaire des maîtres chinois. L'art culinaire chinois attache une grande importance au travail à la main. Regarder un maître travailler est parfois comme assister à un spectacle. Les pâtes coupées du Shanxi sont la grande passion des natifs de cette province, à la fois souples et fermes. Elles ont une consistance al dente. La fabrication de ces pâtes exige une technique hors pair. Dans le restaurant, lorsque l'eau se met à bouillir dans la grande marmite, le maître se tient à 1 mètre derrière, pose sur son bras un rouleau de pâte préparé à l'avance et le coupe avec un couteau tranchant. Au rythme des coups de couteau, des pétales de pâte, aussi fines qu'une feuille, volent dans la marmite comme autant de petits poissons sautant dans l'eau. Le bouillonnement de la marmite et le bruit des pâtes qui y plongent donnent un concert divertissant. Si vous assistez à ce spectacle pour la première fois, il se peut que vous soyez si absorbé par la démonstration que vous en oublierez de manger. Autrefois, des spécialistes de ces pâtes réalisaient des performances encore plus spectaculaires, en mettant la pâte non pas sur le bras, mais sur la tête. Et au lieu d'un couteau, c'était 2 ou 3 couteaux qu'ils manipulaient simultanément. On se serait cru au théâtre, assistant à un spectacle d'acrobatie. Les dandan mian, nouilles du Sichuan, sont comme les pâtes du Shanxi, c'est un plat populaire. Ces nouilles sont simplement cuites à l'eau, sans aucun assaisonnement, mais la sauce qu'on ajoute au moment de servir est préparée avec soin. Autrefois, les vendeurs de rue mettaient les nouilles sur 2 paniers qu'ils portaient sur un balancier, allant de village en village, en frappant un bambou creux pour attirer la clientèle. Un bol de dandan mian est accompagné d'une sauce, où se mélangent 7 huiles différentes. L'huile de sésame, l'huile au piment, au poivre et au grain de moutarde, à l'ail, aux fenouil et gras de poule. Par-dessus, on saupoudre les nouilles de petits pois et de ciboulettes hachées, puis on les arrose d'un bouillon de viande. Rares sont les gens qui ne s'en régalent pas, et on croirait volontiers certains commentaires qui affirment que les secrets gastronomiques du Sichuan sont tous contenus dans un bol de dandan mian. L'art culinaire chinois appelle à soigner tous les aspects d'un plat. Couleur, odeur, saveur et forme ou présentation. La parfaite réalisation, selon ces critères, trouve son exemple dans le banquet de canard laqué de Tianxuade. Ce plat pékinois, qui a 150 ans d'histoire, est si connu dans le monde que beaucoup de touristes étrangers venant à Beijing, interrogés sur ce qu'ils comptaient faire dans cette ville, auraient répondu « Visiter la Grande Muraille et déguster le canard laqué de Beijing ». À Quanjulieu, du choix du canard jusqu'à la fin de sa préparation, chaque détail est exécuté avec la plus grande attention. Le canard, cuit au four, brille d'une belle couleur rouge et présente une rondeur charnue, enveloppée d'une fumée légère et dégageant un parfum irrésistible. Le potage, concocté avec la carcasse de la volaille, épais et blanc, est aussi un délice.
Lors d'une sortie entre amis, beaucoup aiment boire un verre d'alcool accompagné de petits plats préparés avec les ailes, les palmes, le cœur, le foie, le gésier et les œufs. Le tout compose un banquet complet de canard laqué qui vous laissera un souvenir inoubliable.